Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'un ténor, saison 3. Dans cette série d'épisodes qui est dédiée à l'opérette, aujourd'hui je reçois un invité très spécial aussi pour moi, comme chaque invité que je reçois à chaque fois. Il s'agit d'Aurélie Bécuve. Bonjour Aurélie, Bonjour Julien. comment vas-tu? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors pour la petite anecdote, Aurélie est flûtiste à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et à côté de ça, elle dirige aussi une troupe d'opérette qui s'appelle Brin de Folie. C'est là qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans. Pour un peu t'expliquer encore l'intérêt de ce podcast, donc on va un peu parler de musique et de tout ce qu'il y a autour, un peu plus de manière professionnelle aujourd'hui car c'est ton métier, donc Oui. tu vas pouvoir plus nous informer sur tout ce qu'il y a autour. Et dans un second temps, tu vas me raconter un petit peu tes projets et ta vie. Est-ce que ça te va ? Ça me va très très bien. Très bien, bah écoute, première question que je vais te poser, c'est présente-toi en quelques mots, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais ce métier ? Donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis flûtiste à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg depuis 2009 maintenant, où j'ai été recrutée en mars 2009, donc ça fait bientôt 17 ans que je suis à ce poste à Bientôt la l'Orchestre de majo- Strasbourg. Bientôt la majorité. C'est ça. Et voilà, et la flûte, j'ai commencé, j'avais 7 ans, puisque je voulais commencer à 6 ans, mais je n'avais pas le droit, puisqu'à l'époque, il fallait faire 1 an de formation musicale obligatoirement avant de commencer la pratique instrumentale. Donc je me suis pliée à ces obligations avec plaisir, parce que j'avais très très envie de jouer de la flûte. Donc depuis que j'ai 7 ans, je pratique cet instrument. Sans véritable perspective évidemment professionnelle, puisque petite comme ça, on ne pense pas à ce genre de choses. Et puis adolescente, ça a commencé véritablement à me titiller. Et puis j'ai fait en sorte que ça puisse être possible. Donc j'ai fait mes études au Conservatoire de Rouen, où j'ai obtenu mon DEM, puisque c'était tout frais à ce moment-là que ça s'appelle DEM. Ensuite, je suis rentrée au Conservatoire de Paris, au CNR de Paris. Puis je suis rentrée ensuite au CNSM de Lyon. Dis donc, t'as vu du pays ? Oui, j'avais des pays. Voilà, et puis à l'issue de mon parcours, j'ai passé des concours. Puis j'ai eu la chance de réussir le concours de Strasbourg. D'accord, et est-ce que tu te souviens ce premier moment qui t'a vraiment donné envie de jouer d'un instrument ? Oui, mes parents nous ont emmenés, ma sœur et moi, à un concert quand nous devions avoir justement 5 ans et demi ou 6 ans. Puisque c'est à cet âge-là que j'ai voulu pratiquer l'instrument, donc j'en conclus que c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Ils nous ont emmenés à un concert où un flûtiste, qui était un ami de ma maman d'ailleurs, jouait. Puis, alors je ne sais pas si c'est le flûtiste ou son instrument qui m'a plu le plus, ou les deux, honnêtement. Mais en tout cas, je suis sortie de ce concert en disant que je voulais jouer de la flûte traversière. Voilà. Comment est-ce que t'as commencé en fin de compte la musique après tout ça ? C'est-à-dire que t'es allé voir ce concert, ok, Oui. et ça t'est fait vraiment comme ça, t'as dit « Maman, papa, je veux faire de la flûte » et ils t'ont inscrit dans une école de musique ? Oui, parce qu'en fait, mon père est un très grand mélomane qui, adulte, avait pratiqué en amateur et continue d'ailleurs le hautbois. C'est quelqu'un qui adore la musique classique. Et ma maman est dans le milieu musical puisque elle a fait une formation, elle, de chanteuse lyrique. Et puis elle pratiquait le piano. Plus jeune, c'était très à la mode, mais elle a passé de très grands concours qu'elle a d'ailleurs remporté avec brio à l'accordéon. Et puis donc elle a décidé de se lancer dans ce métier-là aussi. Alors elle a commencé évidemment petit à petit, puis elle a échelonné au fur et à mesure des années. Elle a commencé en tant que professeure de formation musicale, elle donnait des cours de piano, de chant en cours particulier. Puis elle a dirigé les chœurs des écoles de musique, elle était dans 3 écoles différentes. Elle dirigeait des chœurs d'adultes. Comme elle était de toute façon dans ce métier et qu'elle connaissait des gens, et d'ailleurs je pense que c'est dans ce cadre-là qu'elle nous a emmenés voir ce concert, finalement ça a été assez facile. Ma maman m'a inscrite dans l'une des écoles de musique où elle enseignait aussi, puisqu'elle connaissait très bien les différents professeurs, grande confiance. Donc j'ai fait 2 ans dans une petite école dans la banlieue de Rouen, et ensuite quand j'ai eu 9 ans, j'ai passé l'audition pour rentrer au Conservatoire de Rouen, et là après j'ai continué là jusqu'à mon prix. D'accord, Voilà. félicitations déjà pour avoir eu ton prix. Et est-ce que tu as eu une rencontre justement dans ce conservatoire ou ailleurs musicale qui t'a justement donné encore plus cette envie de continuer et de vraiment vouloir faire ce métier directement ? Alors j'ai fait beaucoup de rencontres très intéressantes, quel que soit l'établissement dans lequel je suis passée. Mais effectivement, à l'âge où j'ai commencé vraiment et aussi parce que, incité par mon professeur de flûte à Rouen aussi, à un moment donné, il a dit à mes parents, Aurélie a 15 ans, on en est là, elle a les moyens et elle peut se donner les moyens, mais il faut se le dire maintenant si elle veut
Et si vous voulez qu'elle se donne les moyens d'essayer de véritablement rentrer dans une vie professionnelle en tant que flûtiste. Et c'est vrai que mes parents m'avaient mis au collège en musique-études. Le lycée, j'ai fait pareil. Bon, voilà, ils se sont dit, puisque ça semble être quand même mon instrument de prédilection, que j'ai envie de me donner les moyens d'essayer de faire quelque chose, tentons le coup et pourquoi pas. C'était un peu radical à l'époque puisque mon professeur a demandé à mes parents que je ne fasse plus aucune activité à côté du conservatoire, ce qui je pense est une erreur. C'est un choix personnel, mais plus de sport, je faisais pas mal d'athlétisme, je faisais un certain nombre d'activités à côté que j'ai arrêtées. Alors c'est pas grave parce que plus les années passaient à Rouen, plus j'avais aussi par conséquent un nombre de cours autres que la flûte qui devenait un peu plus conséquent, les cours d'histoire de la musique, les cours d'analyse, de formation musicale. Donc tout ça a fait qu'après j'ai passé mon DEM, je l'ai eu, il fallait quand même continuer. Donc soit je faisais un perfectionnement à Rouen, soit je tentais de rentrer ailleurs. Et c'est vrai que mon professeur à Rouen était quelqu'un de formidable, Jean-Christophe Alala qui est flûte solo à l'Opéra de Rouen, mais je sentais que j'avais besoin d'autre chose, de découvrir d'autres choses, et lui était aussi parce qu'à un moment donné, c'est pas que je tournais en rond, mais il était important que je puisse avoir d'autres sons de cloche, d'autres conseils. J'ai pu faire des stages l'été aussi pour découvrir de nouvelles pédagogies, de nouveaux flûtistes, rencontrer d'autres flûtistes. Puis le professeur que j'ai eu au Céline de Paris, Vincent Lucas, qui est flûte solo à l'Orchestre de Paris, a été pour moi une grande révélation, parce que c'est quelqu'un qui est un grand musicien, un homme incroyable, d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une exigence. Et c'est vrai que j'ai eu beau rentrer au CNSM de Lyon après chez Philippe Bernold, c'est quand même Vincent que je voyais pour préparer mes concours. Et je suis rentrée à Strasbourg en travaillant avec Vincent en cours particulier pour préparer les concours. Ça a été pour moi l'une des personnes véritablement piliers qui m'a à la fois orientée, guidée, mais soutenue et aidée pour que je puisse réussir à m'en sortir. C'est génial ça. Ouais. Comment tu as découvert l'opérette dans tout ça? Alors comment j'ai découvert l'opérette? Quand j'étais à Lyon, j'ai été contactée par Philippe Huy, qui était quelqu'un que je connaissais, un chef d'orchestre que je connaissais depuis longtemps puisque j'ai fait partie de l'orchestre des jeunes de Haute-Normandie pendant un certain nombre d'années. Décidément, tu as vraiment fait beaucoup de choses. Oui, et donc avec cet orchestre des jeunes, nous avions monté La Vie parisienne qui avait été pour moi un moment incroyable. Mais bon voilà, ça s'arrêtait là, on va dire, au-delà du style musical qui me plaisait. Ensuite, il m'a contactée, j'étais à Lyon parce qu'il avait créé, qu'ils appelaient, c'est parce que ça n'existe plus aujourd'hui, l'atelier lyrique de Haute-Normandie. Et on a monté pas mal d'opérettes, dont des opérettes en un acte. Et c'est vrai que là, ça a été... moi j'adore cette musique, je la trouve incroyable. À jouer, en tout cas, c'est un régal. Puis, je sais pas, je me suis dit que c'est quand même assez génial comme musique. Moi, j'adore, je pourrais faire que ça. Quand j'étais petite, je voulais être musicienne de cirque, il faut quand même savoir. Donc évidemment que je ne compare pas l'opérette au cirque, mais il y avait ce côté à la fois burlesque, tout en étant exigeant, autour d'un spectacle construit, une mise en scène, costume, musique, tout ça, c'est lumière. Je trouvais ça assez fascinant comme milieu. Quand je suis arrivée à Strasbourg, j'avais un collègue qui est à la retraite maintenant, contrebassiste, qui dirigeait une association d'opérettes ici à Strasbourg qui s'appelle Opéra Piano, qui existe encore, qu'on salue, exactement, qui font de chouettes projets. Et il se trouve qu'il a eu un petit accident, il a eu besoin de se faire opérer et il ne pouvait pas assurer 3 représentations d'Orphée aux Enfers prévues dans leur agenda de représentation. Et il se trouve que, me sachant assez passionnée d'opérette, parce qu'on a dû en parler, je ne sais même plus d'ailleurs ce qui a pu faire qu'il m'a sollicité, mais il m'a sollicité en me disant « J'ai urgemment besoin de toi, dans 1 mois et demi, il y a la première d'Orphée aux Enfers, il faut que tu me remplaces, en tant que chef d'orchestre et donc de chœur. » Oui, donc en plus c'est génial, parce que tu rebondis sur ce que je voulais te demander, comment est-ce que tu es passé de flûtiste à chef d'orchestre? Et voilà, de cette manière-là. Alors c'est vrai qu'au départ, je lui ai dit non, soyons clairs, je ne suis pas certaine d'arriver à gérer en plus un groupe déjà constitué, un travail déjà avancé. Je trouvais ça un petit peu dangereux. Et donc il m'a dit, tu viens à une répète, je serai là, je fais un peu et tu prends ma suite et puis on en reparle après. Bon, très bien. Donc je fais ça. Évidemment, je connaissais Orphée aux Enfers très bien puisque je l'avais joué déjà. Et donc j'ai tenté ma chance et en fait ça s'est très bien passé. Et donc j'ai accepté ce défi parce que c'est un défi qu'en 1 mois et demi, je reprenne les rênes de tout cela en sachant que par la force des choses, il y avait différentes petites choses que je n'aurais pas forcément moi vu ou travaillé de cette manière ou interprété. Alors je parle de l'aspect musical exclusivement, je parle pas du tout de mise en scène. J'avais une autre vision de l'œuvre, alors pas dans sa globalité non, parce que les choses sont écrites, l'interprétation, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup d'interprétations différentes, mais on reste quand même dans le respect du texte, donc c'est pas si compliqué si on veut respecter le texte. Et donc il y avait des choses qui pour moi auraient pu être un petit peu améliorées, perfectionnées, vues de mon œil. Il m'a donné sa confiance en me disant fais ce que tu peux tant que ça marche.
marche. Entre autres, l'arrangement orchestral que mon collègue avait fait, malheureusement, j'avoue que Tu as pris des libertés. je me suis permise de la revoir totalement. Donc j'ai passé 1 mois et demi absolument abominable de travail intensif, en plus de mon travail à l'orchestre, de retoquer tout ça. Alors malheureusement, ça a engendré des vexations, donc avec ce collègue, on ne s'est plus parlé après cela, malheureusement. Mais c'est comme ça, moi je ne voulais pas voir à mal, on m'a donné de la liberté de le faire, j'ai cru que j'avais le droit de le faire, finalement non, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Oui, après, c'était aussi ta première expérience Exactement. en tant que chef. Exactement. Il y avait mon travail de chef qui était vraiment, j'étais vraiment à l'orée de mon travail de chef. J'ai découvert le travail avec des chanteurs amateurs. J'ai découvert aussi le travail avec des solistes qui, à ce moment-là, étaient, enfin, dans cette troupe-là, en l'occurrence, à ce moment-là, étaient aussi exclusivement amateurs. Un orchestre constitué de professionnels et d'amateurs. Donc, il y avait vraiment à la fois un travail absolument excitant et passionnant parce que tout le monde était tellement motivé, tellement content et ils m'ont soutenu beaucoup. Ils m'ont aussi beaucoup aidé à me sentir à mon aise et à ma place. Et c'est vrai que j'y ai trouvé un réel plaisir de pouvoir faire travailler tous ces gens ensemble et pour aboutir ensemble à un chouette projet et chouette représentation. Et on a vraiment fait quelque chose de super. Mais c'est vrai que les arrangements, moi, mettre du tuba dans Offenbach, c'est quelque chose que je peux pas concevoir parce qu'il y en a pas, il y en avait pas de tuba à l'époque. Donc j'ai enlevé le tuba, j'ai tout réarrangé. Malheureusement, j'aurais peut-être dû demander l'autorisation et je croyais que je l'avais et je l'ai fait pas. Mais c'est pas grave, de toute façon pour moi c'était une expérience qui était vraiment ponctuelle, c'est-à-dire que l'idée c'était que je remplace sur ces 3 représentations. Mais malheureusement ou heureusement pour moi, on va dire, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que tu es en fait aujourd'hui passé de simple flûtiste de l'OPS, donc l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, à directrice artistique et fondatrice d'une troupe d'opérette qui s'appelle Brin de Folie, qui, comme Opéra Piano, a aussi plusieurs dates, qui fait aussi de très très beaux projets, qui a aussi un autre impact en fin de compte, puisque ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 3 troupes d'opérette à Strasbourg, ce qui pour une ville de la taille de Strasbourg, c'est quand même énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, puisqu'il y en a beaucoup qui sont sur plusieurs troupes. Je parle par exemple des chanteurs amateurs, puisque pour eux, c'est une activité aussi, c'est une passion. Bien sûr. C'est une passion pour eux. Et c'est formidable d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'ensembles vocaux ici à Strasbourg, mais je trouve que l'opérette donne et aux professionnels et aux amateurs une toute autre perspective artistique, puisqu'on mélange bien sûr le chant, évidemment, c'est la base, mais aussi le travail avec un metteur en scène, le fait d'être sur scène, le par cœur, le fait de pouvoir peut-être aussi avoir un peu de texte pour certains, les costumes, les lumières, enfin, c'est tout un concept différent qui, je pense, est très excitant et très sympa. Je me permets de relever, parce que oui, il y a 3 compagnies d'opérette, Opéra Piano que j'ai cité tout à l'heure. La deuxième, c'est Gaieté Lyrique, qui en fait a été créée par moi et mon ex-mari, qui est d'ailleurs, je crois, toujours metteur en scène de cette compagnie. Comme je le dis, mon ex-mari, qui n'était pas mon ex-mari, mais qui était mon mari à l'époque, donc forcément, le travail ensemble était compliqué. Cette troupe que j'avais créée avec lui, je l'ai quittée pour le confort de tout le monde et le mien, entre autres. Et donc, j'ai effectivement rebondi en créant Brin de Folie, parce qu'il n'y avait aucune raison que je ne continue pas ce que j'adore faire. J'adore faire des opérettes, j'adore monter des projets d'opérettes. Offenbach est pour moi le dieu de l'opérette, c'est toujours magnifiquement écrit. Les textes, il n'y a rien à redire, il n'y a quasiment rien à retoucher, tout est encore hyper actuel. Alors, il y a certaines petites expressions tout à fait vieillardes que j'ai pu m'autoriser à enlever ou à changer, ou certaines... extrêmement déplacées. Voilà, certains extraits extrêmement déplacés, souvent assez racistes d'ailleurs, celles-là je les enlève. Mais sinon, j'ai rien à toucher et en fait, ça traverse les siècles sans prendre une ride, je trouve. Oui, l'histoire se suffit d'elle-même en Exactement. fin de compte à chaque fois. Et qu'est-ce que l'opérette t'apporte justement par rapport, on va dire, au répertoire classique? Parce que en fin de compte, tu es flûtiste à l'OPS. L'OPS qui a sa propre programmation, donc qui est directement au Palais de la Musique et des Congrès, mais vous travaillez aussi en jumelage avec l'Opéra de Strasbourg, comme l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. C'est ça. Tu fais aussi des œuvres d'opéra, vous avez aussi votre programmation à l'orchestre, mais qu'est-ce que l'opérette justement t'apporte aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle t'a apporté au point de te dire, avec Gaieté Lyrique, mais aussi, surtout avec Brin de Folie aujourd'hui, je veux en faire, je veux le montrer? Parce que je trouve que l'opérette est tellement complète, bêtement complète. C'est-à-dire que ça marie la musique, le théâtre, toute la technique qu'il peut y avoir. Je fais toujours des arrangements musicaux pour les opérettes, que ce soit pour les grosses œuvres. J'ai monté aussi, moi, avec Brin de Folie, j'avais aussi monté Orphée aux Enfers, qui donc a été la première production qui m'a fait
découvrir ce que c'était que d'être chef, puisque c'était effectivement Orphée aux Enfers que nous avions joué avec Opéra Piano la première fois que je me suis lancée là-dedans. J'ai monté Orphée aux Enfers, j'ai monté La Jolie Parfumeuse, un inédit d'Offenbach, mais que je réarrange pour 11 musiciens. Oui, parce pour des qu'enfin- questions purement pratiques, par rapport aux salles, par rapport à l'organisation, par rapport au coût que engendrent les spectacles. Faut pas se leurrer, ça coûte cher. Évidemment. Donc moins il y a de monde, plus on peut espérer jouer. Et puis je fais surtout des opérettes en un acte parce que Offenbach en a quand même écrit plus de 80, qui a largement de quoi faire. Et aujourd'hui, avec Brin de Folie, on est déjà à, je crois, presque 9 ou 10 opérettes en un acte qu'on a déjà montées et jouées dans divers lieux. Oui, parce que tu proposes avec Brin de Folie justement des grandes opérettes Oui. avec les chanteurs, avec les musiciens et le chœur. Oui, L'intérêt de tes opérettes en un acte, c'est justement d'avoir des versions d'opéra de poche, C'est des ça. opérettes de poche, que tu peux présenter un peu partout comme Voilà. ça, de manière aussi, comme tu disais, avoir des coûts justement beaucoup moins importants, donc aussi Oui. plus facile à vendre peut-être. exactement. Et puis aussi plus facile à proposer n'importe où. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'amener la musique à tout le monde et en tout lieu. Et c'était la formule idéale, sans que j'ai rien à inventer. Évidemment, je m'autorise une réduction orchestrale, puisque toutes les opérettes en un acte d'Offenbach étaient écrites pour un orchestre complet. Moi, je réduis à un quintet à cordes. Ça, c'est un travail aussi qui me prend beaucoup de temps, mais que j'adore faire, des arrangements. La plupart de ces petits chefs-d'œuvre, je trouve pas ni d'enregistrement ni de conducteur. Je ne peux avoir accès qu'à des partitions piano-chant. Donc voilà, je progresse, parce que mes premiers arrangements, je pense que c'était peut-être un peu pauvré par rapport à Oui, très académique. bah oui, je me contentais un peu de voir par rapport au piano-chant, en essayant d'inventer parfois des petits contre-chants à la Bécuve et pas à la Offenbach. Donc je pense que c'était pas toujours très ragoûtant, mais on arrivait à faire quelque chose de chouette. Et puis plus ça va, plus par l'expérience, j'arrive à faire des arrangements orchestraux pour un quintet à cordes avec bien plus de corps, bien plus de sens, dans le respect d'Offenbach. Et c'est vrai que du coup, je vais les jouer dans des fermes. Là, on va jouer au Musée des Arts Déco à Strasbourg en début janvier. On peut jouer dans des granges, sur des places de village. Du coup, on donne accès à ces spectacles pour tout le monde. Et les gens sont ravis parce que la plupart du temps, en tout cas dans les villages où nous allons les donner dans les fermes, ce sont des gens qui malheureusement soit ne se déplacent pas, pour plein de raisons. Ça peut être à la fois par réelle difficulté de se déplacer, comme ça peut être par pure fainéantise, ça arrive aussi. Mais ou financière, voilà. Puis l'accès à la culture est quand même à un certain coût. Tout le monde n'en a pas forcément les moyens. Surtout Enfin, aujourd'hui. voilà, donc il y a plein de paramètres où moi, j'ai pas envie que l'accès à la culture, ça soit un problème. Donc c'est nous qui venons. Et quand on vient avec les opérettes en un acte, eh bien on est entre 5 musiciens et moi, et puis il y a entre 2 et 5 chanteurs, et puis j'agrémente avec une petite scénographie sympa, je me sers des fermes comme décor, et puis j'accessoirise avec différents petits éléments de décor essentiels au déroulé de l'histoire, et puis on se régale. J'avoue que je me régale. Une vraie directrice artistique. En fin de Voilà, compte. j'en fais peut-être un peu trop, mais en tout cas je m'amuse beaucoup. Et donc tu es flûtiste, tu es chef d'orchestre de troupe et tu es directrice artistique. Comment est-ce que ces trois rôles se complètent pour toi? On le dit comme ça, quand tu nous en parles, ça a l'air extrêmement facile, mais quand on regarde un peu avec du recul, tu fais quand même beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce que même si j'ai peu de temps, du temps j'en ai. Et ce temps, je profite de la vie évidemment, je profite de ma fille, je profite de la vie, c'est pas le problème. Mais ouais, je sais pas, je m'éclate tellement à faire ça, ça a un besoin, ça devient un besoin. Dès que j'ai fini d'arranger une opérette, je suis déjà en train d'en écrire une autre. Ah oui. Et j'adore ça parce que j'ai envie d'avoir des projets, déjà parce que j'ai un super contact avec les collègues qui font partie de ce quintet à cordes, qui sont mes collègues à l'orchestre, qui sont des amis sincères et qui sont toujours ravis de faire ça avec moi et moi avec eux. Et puis le fait de me dire toujours, mais voilà, ce rôle-là, il irait bien à tel artiste, qu'il soit professionnel. Je travaille avec certains chanteurs qui sont membres du chœur de l'Opéra du Rhin, qui sont des amis aussi, qui se régalent aussi à faire ça. Je donne la possibilité à certains chanteurs encore étudiants, tu rigoles parce que tu penses à toi, par exemple, voilà, qui savent déjà qu'ils ont envie de faire ça de leur vie et qui, par le fait de faire des études avec un cadre, un rythme particulier, ne donnent pas toujours la possibilité, ou ils ne pensent même pas qu'ils peuvent, tout en étant étudiants, avoir la chance de pouvoir faire quand même un bout de chemin déjà, un début de chemin actif
dans la vie de chanteur, mais de chanteur sur le terrain. C'est-à-dire que c'est pas juste je prépare mon cours, je prépare mon examen, c'est réellement se confronter en parallèle des études et qui est complètement complémentaire à ce que c'est que réellement ce qu'ils vont faire On va vivre au quotidien, en fin au de compte. quotidien quand ils voudront se lancer une fois que leur diplôme sera obtenu et que là ils seront lâchés dans la nature et qu'ils chercheront à travailler. C'est de l'expérience. Je pense que ça fait progresser aussi beaucoup, aussi bien musicalement que théâtralement, qu'humainement, parce qu'il faut savoir aussi s'entendre avec ses collègues, arriver à jouer la comédie, parce que c'est jouer la comédie tout en la chantant mais en la jouant aussi. C'est en ça que je trouve que l'opérette est à la fois malgré tout très difficile parce que c'est souvent un peu boudé, parce qu'on voit ça un peu comme un art un petit peu de seconde zone, alors que pas du tout. Je trouve qu'il y a une nécessité d'exigence vocale, théâtrale. On chante en français, donc il faut qu'on comprenne quand on chante, quand on parle. Il y a toute une trame, il y a des prises de rôle avec des caractéristiques par opérette très différentes qui sont à jouer et qui sont à travailler. Et c'est très exigeant, très difficile pour un rendu qui semble léger. Et quand il semble léger, c'est qu'on a bien bossé d'ailleurs, qui semble léger et facile, mais derrière, il y a beaucoup de travail et je pense que ce soit pour les amateurs ou les professionnels, c'est très formateur. Et moi, le lien aussi que je fais avec l'orchestre qui peut m'aider aussi beaucoup, c'est que chaque semaine, je découvre des chefs d'orchestre différents, puisqu'on a un chef titulaire, mais on a aussi régulièrement des chefs invités. D'autant plus quand on joue à l'opéra, j'avoue que j'apprends. Je les regarde pour jouer et comprendre ce qu'ils veulent, mais je les regarde aussi pour voir à m'améliorer moi au niveau de ma gestuelle, au niveau de mon attitude avec l'orchestre, avec les chanteurs. Je prends ça vraiment comme presque un cours sans que ça en soit un et pour que je continue toujours à avancer, à me perfectionner pour que j'arrive à faire quelque chose de bien. Tu es perpétuellement en masterclass en fin de compte. C'est ça. Par rapport justement à ce que tu disais sur la préparation, comment est-ce que tu prépares une œuvre et comment est-ce que tu te prépares toi et potentiellement les musiciens et les comédiens et les chanteurs avant la première répétition? Alors d'abord, j'avoue que ça va être très simple. Je vais sur IMSLP, je tape Offenbach. D'ailleurs, c'est une page qui est toujours ouverte sur mon ordinateur. Et je regarde les titres. J'attends de voir quel titre va éventuellement me faire tilt. Alors pour la petite explication, IMSLP c'est une plateforme gratuite pour les musiciens afin de trouver des partitions qui sont tombées dans le domaine public. Normalement, s'il y en a qui ne sont pas dans le domaine public, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et donc j'ouvre, je regarde s'il y a ou pas, parce que parfois il y a scanné le manuscrit en plume d'oie d'Offenbach, des parties séparées, mais ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Mais en général, j'arrive toujours à avoir le piano-chant. Ensuite, je cherche si il existe un enregistrement, ce qui la plupart du temps n'est pas le cas. Et je regarde un peu, je regarde les rôles, je regarde un peu la trame. Systématiquement, je lis le livret, que je trouve aussi sur Internet. Je lis le livret et si l'histoire me parle, je vais commencer tout de suite l'arrangement musical. Et par rapport au rôle que j'ai pu lire dans le livret, je vais déjà avoir des idées assez précises parce que j'aime assez chercher à être la plus juste possible dans la distribution des rôles. C'est-à-dire qu'il y a des rôles qui ne vont pas à tout le monde. Soit par rapport à l'expressivité vocale, souvent chez les femmes d'ailleurs, il y a des voix pour l'opérette et des voix qui ne sont pas pour l'opérette. Où il va y avoir des voix pour certains rôles et des voix pour d'autres. Et j'essaye de respecter beaucoup le caractère, la personnalité de l'artiste, femme ou homme, que je vais engager sur le projet. C'est une manière aussi indirecte de gagner du temps. Comme je mets en scène en fait ces petites opérettes en un acte, je voudrais éviter que le chanteur se retrouve à un rôle un peu contre nature et du coup le rende pas crédible. En général, je fais toujours en sorte que les rôles que j'attribue, je sais déjà à qui je vais demander, je sais déjà qui peut le faire. Si cette personne pour X raison ne veut pas ou ne peut pas le faire, il peut m'arriver de mettre de côté cette pièce, d'en chercher une autre ou alors de décaler le moment de la production pour vraiment associer tel ou tel rôle à telle ou telle personne parce que je trouve qu'il est essentiel de faire cohabiter l'existence d'un personnage dans une opérette avec la personnalité, dans la mesure du possible, comme je connais les chanteurs que j'engage, de chercher à ce qu'il y ait cette facilité aussi de s'adapter à un rôle, parce que ça promet une interprétation qui sera forcément plus juste. C'est une anticipation. T'es pas comme une maison d'opéra qui a la possibilité de publier une annonce en mode voilà, on va faire passer des auditions, venez, et après on vous propose des choses. Là, c'est vraiment des personnes que tu connaisses ou des personnes qui viennent vers toi, ou potentiellement que tu peux contacter. Exactement, si sous les sont conseils de différentes personnes. Toi, en premier, tu as déjà pu me parler, me donner la référence de certains chanteurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce type de projet et intéressants pour ce type de projet pour ma compagnie. Ça me fait découvrir de plus en plus de gens et c'est vrai que c'est ça que j'aime aussi dans ces opérettes, c'est que j'aime à pouvoir donner la possibilité à de jeunes chanteurs, soit en professionnalisation, soit professionnels, de pouvoir avoir la chance de se produire et de montrer leur talent partout où c'est possible. Donc effectivement, tu dois toujours imaginer l'énergie du groupe, le son que ça va produire en fin de compte et anticiper.
C'est pas toujours facile. Mais j'allais te demander j'allais te demander parce que mine de rien, tu fais quand même énormément de choses pour n'importe qui. Ça peut être déroutant et ça peut être aussi très fatigant. Je sais que par exemple, là en ce moment, tu es en train de travailler sur une opérette, Mesdames de la Halle, où tu as commencé justement à déléguer certaines tâches. Oui, effectivement, sur cette production que nous allons donner pour la première fois le 4 janvier 2026 au Musée des Arts Déco de Strasbourg. Et effectivement, je me suis dit que pour cette production-là, j'allais me délaisser de la mise en scène. Mine de rien, d'engager un metteur en scène, j'aime pas revenir toujours sur le budget, mais ça fait aussi partie de ce que je dois en tant que présidente de ma structure associative, savoir gérer. Plus les années passent, plus la vente des spectacles est de plus en plus délicat et difficile. Mais j'ai eu la chance, quand j'ai créé ma compagnie en 2018, d'avoir quand même un certain nombre de dates et de ventes de spectacles qui m'ont permis d'avoir toujours un peu de bénéfices, qui fait que d'avoir toujours une réserve en cas de pépin quelconque, si un jour finalement j'ai besoin d'un complément qui me manque, ou de pouvoir, là en l'occurrence, engager un metteur en scène sur cette production. Je pense que les metteurs en scène que tu engages, ce sont aussi potentiellement des personnes qui ont déjà travaillé avec toi avant ça. C'est pas des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Alors ça aurait pu, mais je pense que pour une bonne collaboration entre le directeur musical et le metteur en scène, moi j'ai cette chance, contrairement aux maisons d'opéra qui imposent un chef d'orchestre, qui impose un metteur en scène, et on a déjà pu voir, moi en tant que flûtiste, on a déjà pu voir des désaccords entre le metteur en scène et le chef parce qu'ils se sont pas choisis et qu'il faut qu'ils subissent les souhaits des uns des autres. Moi j'ai cette chance à mon échelle de pouvoir choisir, donc je ne suis jamais opposée à pouvoir engager quelqu'un que je ne connais pas, qu'il soit chanteur, qu'il soit musicien ou qu'il soit metteur en scène, mais je pense que pour la mise en scène, particulièrement, mais pour les artistes musiciens ou artistes lyriques c'est pareil, mais pour le metteur en scène, je pense qu'il y a nécessité, avant de commencer un projet ensemble, de pouvoir mettre carte sur table, de se voir et d'échanger, de discuter et de voir dans quelle dynamique le metteur en scène envisage de construire son spectacle, parce que c'est quand même une collaboration qui doit bien se passer, parce que ça n'a aucun intérêt qu'on soit dans un éventuel conflit. J'ai le rôle, bien sûr, de diriger le groupe musicalement, mais j'ai aussi le rôle en tant que présidente de cette compagnie de ne pas me tromper pour qu'on ne risque pas de peut-être décevoir un public qu'on a la chance quand même aujourd'hui de réellement fidéliser. Je vais faire un peu ma prétentieuse, je vais me jeter un peu des fleurs, mais ce que je n'aime pas faire, mais je vais faire quand même, c'est que là, vraiment, je peux prétendre aujourd'hui qu'on a un public, vraiment. Je vois bien, ne serait-ce que l'exemple type de La Jolie Parfumeuse, qui est quand même un inédit d'Offenbach, donc tu as fait le magnifique Poirot, mon cher Julien, qu'on a quand même donné ici à Strasbourg, qui est quand même une opérette qui est connue de personne. Ça faisait 50 ans qu'elle n'avait pas été jouée, et encore il y a 50 ans, elle a été donnée une fois, et les fois d'avant, il s'est passé le double de temps. Oui, c'est-à-dire que ça s'est donné du vivant d'Offenbach avant. Oui, elle est quand même exceptionnelle, ce livret. Et on a fait salle pleine à Oswald, on a eu 500 personnes. Et même moi, je ne pensais pas du tout que sur un inédit comme ça, les gens oseraient venir. Et au final, ils sont venus, ils en ont même parlé autour d'eux. Et parce qu'on a vraiment des gens qui ont confiance en la qualité des spectacles que l'on donne. Donc c'est vrai que le choix du metteur en scène est quand même judicieux. Et le choix des artistes lyriques aussi est judicieux pour le maintien d'une exigence à laquelle je tiens absolument. Parce que qu'on soit professionnel ou amateur, il est hors de question de mal faire les choses, sinon on ne les fait pas. Évidemment, tu gardes un peu cet esprit de grande famille avec de grands guillemets, et tu es là aussi pour créer une émotion. Les spectacles que tu proposes, toi-même tu l'as dit tout à l'heure, lorsque tu vas lire un livret ou que tu vas lire une partition d'Offenbach, tu veux d'abord qu'elle te parle en premier lieu. Exactement. Il faut que tu sois ému. Sinon je peux pas non plus avoir de légitimité dans le travail que je vais ensuite avoir à faire avec les chanteurs. Si je ne crois déjà moi pas en la viabilité du spectacle parce que je trouve l'histoire un peu médiocre ou un peu bancal, ou que finalement je choisis pas forcément bien les gens pour les rôles, en fait on va juste tous passer un très mauvais moment et on va forcément pas faire une belle production. Et ça, je m'y refuse. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un de très instinctif, je travaille beaucoup pour que cet instinct ensuite se développe sur quelque chose de très construit. Je prends cette responsabilité d'être ou non touchée. Alors peut-être que je passe à côté de certaines choses, mais bon, il y a certaines opérettes que j'ai pu lire une fois en me disant jamais je ferai ça, c'est quand même gentillé. Et puis finalement je suis revenue dessus en me disant en fait je vais quand même en faire quelque chose, et puis on a réussi à faire quelque chose de très très sympa. Il y a aussi la maturité qui vient aussi à force d'expérience. On développe d'autres exigences, on a d'autres attentes, ou on prend plus de risques. On sait qu'une fois que la troupe est quand même lancée, qu'on tourne quand même un peu souvent avec les mêmes artistes, c'est un pari au début, quand même un pari de se dire bon je vais tenter. Voilà, toi quand t'es venu la première fois dans la troupe, tu es venu au pifouille. Tu as eu le rôle de Cupidon dans Orphée aux Enfers. Quand j'avais repris ce spectacle, tu avais remplacé un des artistes qui était parti à l'étranger. C'était un coup de poker aussi, je te connaissais
connaissais pas. C'est Jean qui m'a dit, mais tu devrais appeler Julien, il est formidable. Très bien, je fais confiance, bien sûr. Je te vois et tout de suite, ça a matché. Je veux dire, je me suis pas posé plus de questions que ça parce que tu m'as montré un enthousiasme et une sympathie et une envie, une fougue telle d'avoir envie de faire que ça ne pouvait que fonctionner puisque j'ai cette fougue-là. Il me faut des gens qui sont motivés, il me faut des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques et puis surtout des gens que je vois pertinemment, que ce soit toi ou d'autres. Je sais très bien que si vous le faites, c'est parce que vous voulez le faire bien. Ah mais tu peux pas savoir la pression que c'était. Hein. Ah mais je sais, Maintenant j'en qu'on doute est pas. maintenant qu'on est entre nous, j'avais une pression de malade le jour où je t'ai rencontré. Est-ce que je me suis dit, je me rappelle, j'en avais parlé avec ma famille, je leur disais oui, j'ai un ami qui voudrait que je le remplace pour une opérette, sauf que j'aime bien l'opérette, mais j'en ai jamais réellement fait depuis des années. Et c'était un rôle, donc ça aurait été un rôle pour moi, le premier rôle en tant qu'adulte chanteur. Et je me rappelle m'être mis une pression de fou furieux. J'avais relu tout le livret dans tous les sens, tous les airs de Cupidon. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va me faire chanter? Est-ce qu'elle va bien aimer? Est-ce qu'elle va me... Au contraire, est-ce qu'elle va me tacler? Elle va me dire, c'est immonde ce que tu fais, arrête de faire ce métier. Alors, faut savoir, les personnes qui veulent me présenter leur qualité vocale, même quand c'est tout moche et tout moisi, je ne le dis pas. Je suis quand même assez bien élevée. Voilà, j'ai 44 ans, je suis polie. Mais quand ça va pas, ça va pas. Je veux dire, à un moment donné, j'ai certaines exigences aussi. C'est pas pour ça que, parce qu'on veut venir chanter avec moi, on chante avec moi. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire comme ça, mais autant dans le chœur amateur, je laisse libre à chacun de venir et d'apprendre. Pour moi, c'est aussi très formateur d'aider les amateurs à dépasser. C'est des gens, pour la plupart, qui à peine chantaient sous leur douche, voire des gens qui avaient jamais chanté. Donc, je laisse toujours un petit laps de temps passé pour les nouvelles recrues qui souhaitent intégrer ma compagnie. Je parle du chœur amateur. Hein. Si je vois que ce sont des gens qui ont trop de difficultés, soit dans la lecture, parce que tout le monde ne lit pas la musique. Hein, il y en a qui apprennent sur le tas. Il y en a qui apprennent sur le tas beaucoup, ouais, mais il y en a pour qui, finalement, et avec les années, qui ont énormément progressé, qui ont appris énormément. Je respecte les capacités de chacun. En revanche, quand je vois que les capacités sont plus que limitées ou que les personnes chantent vraiment faux et qu'ils n'arrivent pas, je prends le temps, hein, souvent, de les voir seuls, de les faire travailler un peu tout seuls, de voir dans quelle tessiture réellement je sens qu'on peut garder une certaine couleur vocale intéressante et une justesse certaine. Et si je vois que ça n'est pas possible, je vais très gentiment dire à cette personne que ça n'est pas possible de rester avec nous, parce qu'il faut quand même une certaine homogénéité. J'aime souvent à dire que j'ai horreur des chœurs qui miaulent. J'ai hors de question de garder des gens sur le principe d'avoir des gens alors que c'est pas beau et que ça s'entend et que ça peut gêner les autres. Ça casse la dynamique. Ah mais complètement, et c'est malheureux parce que c'est souvent des gens qui sont hyper motivés, sauf que chanter, je sais que c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, parce que c'est pas très à la mode, mais je pense que c'est pas pour tout le monde forcément. En tout cas pas dans ces conditions-là. Si tu avais par exemple un coach vocal, ce serait aussi, je pense, différent, puisque ces personnes pourraient potentiellement prendre des cours à côté pour au moins justement créer une espèce d'homogénéité dans la voix. Oui, tout à fait, ça pourrait être possible. Parce que tout le monde en fin de compte peut chanter. Et moi, bien sûr que tout le monde peut chanter. Je suis intimement persuadé que tout le monde sait chanter, il faut juste trouver le déclic. Alors, il faut trouver le déclic et je pense que l'opérette peut ne pas être forcément le premier déclic, parce que l'opérette c'est difficile, parce que les parties vocales, surtout pour les femmes, sont particulièrement difficiles dans la plupart des opérettes. Il faut quand même des capacités vocales quand même à minima. Après, ça se travaille. Hein. Moi, le chœur, je le fais travailler. Alors, à ma manière, bien sûr, parce que je suis pas chanteuse, mais je leur fais faire quand même des chauffes avec quelques exercices, etc., pour travailler la voix. Mais il y a quand même des gens pour lesquels c'est peut-être dans un premier temps trop difficile. Et puis, vu qu'on est quand même toujours dans une exigence, c'est pas un concert de chorale, il y a quand même le par cœur. Il y a l'homogénéité du son du chœur. Il y aura aussi le travail scénique du chœur. Il y a quand même énormément de choses. Et je pense que pour apprendre à chanter, il faudrait plus de temps. J'en ai pas toujours. Donc je pense que c'est à ce titre-là que malheureusement, même si effectivement tout le monde peut chanter, je suis la première à toujours dire mais venez, éclatez-vous, venez vous éclater avec nous, on se régale, il y a une ambiance merveilleuse. Et puis c'est vrai que la carotte est superbe de pouvoir être sur scène, en costume, de monter un spectacle. C'est encore une autre dynamique qu'un concert de chœur, c'est autre chose, c'est une autre magie. Mais il y a des fois, faute de temps, je peux pas forcément garder des gens pour lesquels j'ai pas non plus, malheureusement, par mon métier aussi, parce que c'est vraiment mon loisir, entre guillemets, de faire ça en plus de mon travail, même si ça me prend parfois plus de temps que mon travail à l'orchestre, j'ai pas toujours le temps en fait. Et charger quelqu'un de coacher vocalement ces personnes-là, c'est pas non plus toujours évident à trouver. Donc j'avoue que pour l'instant, j'ai jamais réellement rencontré le problème, donc je vais pas m'en plaindre. Chaque année, j'ai des nouveaux choristes qui se proposent pour intégrer le groupe, et c'est toujours des gens qui arrivent à prendre le wagon en marche. C'est vrai qu'ils sont toujours très bien accueillis, j'ai une troupe super sympa, ça se passe toujours très bien. On est dans l'exigence, mais dans le plaisir aussi, et surtout, on y arrive. Bien sûr, ça plaît à tout le monde. Bien sûr, tu crées de l'émotion. Et l'intérêt aussi, c'est que toi-même, t'es ému
pour ces spectacles? Ah bah, Puisque bien ce sûr, sont je crois des- qu'il n'y en a pas un où je pleure pas. Bah, après tout, c'était bébé, c'était bébé. Ce travail d'accomplissement, puisque tu fais Bien ça sûr. depuis des années. Mais c'est aussi pour ça que créer Brin de Folie était important pour moi, parce que quand j'ai pris la dure décision de quitter Gaieté Lyrique avec mon ex-mari, on a monté vraiment 2 magnifiques projets, puisqu'on a monté Les Brigands et La Vie Parisienne. On était vraiment en chouette binôme. Vraiment, on peut prétendre avoir vraiment monté 2 magnifiques spectacles. Mais c'était vraiment notre premier bébé, puisque nous n'avions pas notre fille à l'époque. Elle est arrivée, on était dans les dernières productions de la 2e opérette, La Vie Parisienne, qu'on a montée, et la dernière donc que j'ai faite avec eux. Qui t'écoutera avec grand plaisir, j'en suis sûr. Voilà. Pour moi, ça a été un deuil de devoir quitter cette structure, parce que j'y avais mis mes tripes, à la fois dans sa création, dans l'organisation de la vente. C'est moi qui vends les spectacles. Je continue à faire ça avec Brin de Folie, mais c'est moi qui vends les spectacles, c'est moi qui fais répéter les artistes, c'est moi qui trouve la salle pour répéter, c'est moi qui arrange. Enfin voilà, c'est quand même une dose de travail énorme. Et pour moi, la plus magnifique des reconnaissances, c'est d'aboutir sur des spectacles où je vois tout le monde sur scène avec le sourire aux lèvres, heureux d'être là, un public conquis. C'est la plus belle des victoires pour moi, et c'est pour ça que voilà, d'avoir fait le deuil de ces quelques années passées dans cette première structure, il n'était pas possible pour moi que j'arrête, parce que j'ai eu un vrai bébé après. Oui. En la personne de ma fille. Mais c'est vrai que je peux pas me passer d'opérette. C'est devenu une drogue, je peux pas m'en passer. Bah oui, en plus, ta fille, qui est ta première fan, en fin de Oh compte, oui, elle est là elle connaît tout le tout temps. par cœur, elle adore les opérettes, elle se régale. Elle vient te voir en répétition, Oui. elle regarde la mise en Elle scène. a même pu participer Oui, aussi c'est vrai. à La Jolie Parfumeuse. Elle était parmi nous sur scène avec le chœur. Elle Ouais. était ravie. Ce qui est bien, en fait, c'est que tu crées de l'émotion, et toi-même, en fait, tu es extrêmement ému quand tu fais tous ces projets. Qu'est-ce qui t'a ému le plus? Quel a été ce moment où vraiment tu t'es senti ému? Soit quand t'as dirigé, soit quand t'as vu une scène jouer dans les opérettes que t'as fait. C'était quoi ce moment vraiment où tu t'es dit ouais, vraiment? Alors, sincèrement, ça sera pas chez Offenbach, parce que j'ai fait une petite infidélité à Offenbach en créant l'opérette que Germaine Tillon a écrite lors de son incarcération dans le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück en octobre 1944, qui s'appelle Le Verfügbar aux Enfers. J'ai découvert le livret de cette opérette tout à fait par hasard, par une amie qui m'en a parlé. Et puis j'ai décidé de faire quelque chose avec ce livret. J'ai décidé de recréer ce spectacle, puisqu'apparemment il a été créé déjà du vivant de Germaine Tillon. Mais je ne connais pas cette production. Quoi qu'il en soit, j'ai pas eu envie de la connaître non plus pour éviter d'être influencée de quelque manière que ce soit. J'avoue que j'ai eu envie de rester fidèle à l'émotion qui a été la mienne lors de la lecture de ce livret. Et j'ai eu très vite des images pour la construction de mise en scène de ce spectacle. Et c'est vrai que les mots de ces femmes, parce que c'est particulier comme opérette, c'est pas une opérette qui traite d'un sujet Drôle. c'est une opérette, bizarrement, parce qu'elle a appelé ça une opérette quand même, Germaine Tillon. On parle quand même d'un sujet super lourd, Oui. mais il s'agit d'une opérette qui est écrite par des déportés pendant leur déportation. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont écrit ce qui se passait dans le camp il y a 30 ou 40 ans, quoi. En 44, elles ont écrit, ces petites poignées de femmes, là, ont écrit une opérette. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu une fois où j'ai pas pleuré, à la fois parce que je suis hyper fière de sortir ce spectacle, je suis hyper fière de voir avec quelle fougue, avec quel talent et tout le travail fourni par ma compagnie, par les artistes de ma compagnie, amateurs comme professionnels, parce que c'est très difficile comme opérette, parce qu'il y a beaucoup de textes. Parce que ce texte, c'est les mots de ces femmes dans le camp. Donc il faut interpréter les rôles de ces femmes pendant qu'elles vivaient l'horreur. Donc on a été vraiment dans un travail à la fois bien sûr théâtral, bien sûr musical, mais surtout émotionnel, qui a été assez difficile à travailler. Plusieurs fois en répétition, on a dû s'arrêter parce que certaines pleuraient rien que de devoir dire ce qu'elles avaient à dire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une fois où je ne pleure pas quand on donne ce spectacle, et on le redonne d'ailleurs le 27 janvier à 19h au Parlement européen. J'ai cette chance de pouvoir le jouer là, le jour que j'ai choisi d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la date commémorative des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier, qui est aussi le jour de la libération du camp d'Auschwitz. Donc il y a toute une symbolique, et c'est vrai que là, j'avoue, je savais déjà pourquoi je faisais tout ça, mais là, bizarrement, je le savais encore plus. C'est un accomplissement, Oui. cette opérette, Oui. c'est un vrai accomplissement Ah ouais. pour toi. Ouais, et j'y tiens beaucoup, beaucoup.
Et ça va, c'est pas trop dur parce que je pense que justement, quand tu as dû retravailler sur ce livret, C'était affreux. ouais, tu t'es reconfronté, je pense, à des choses parce que c'est pas si loin que ça, en fin de compte, Mais bien la sûr que Seconde Guerre non, mondiale. Et bien puis, sûr on que connaît non. tous quelqu'un, soit de notre famille, soit dans nos Bah amis. moi, mon propre arrière-grand-père a été résistant breton, a été déporté en Allemagne. Alors voilà, je savais très peu de choses sur mon arrière-grand-père et quelque part la création de ce spectacle et tout ce qui va autour, parce que moi ça m'a fait... Alors j'ai toujours été très intéressée et assez passionnée de cette période de l'histoire, mais là ça m'a fait avoir envie encore plus d'apprendre plein de choses. Donc ça fait 3 ans maintenant que je ne fais que lire des livres, soit des archives, soit des autobiographies, soit des livres autour réellement de faits réels de cette période. Bien sûr, découvrir qui était Germaine Tillon, ce qui est indispensable aussi, qui m'a aidé aussi beaucoup à donner vie à ce spectacle en essayant d'être la plus juste possible. Et puis, ça m'a fait effectivement me poser des questions, me dire, oh, ma mère, dis donc, il me semblait que ton grand-père n'était pas résistant, si. Mais il s'est passé quoi pendant la guerre? Mais tu sais, il a été déporté. Ah bon, il a été déporté, mais tu sais quoi? Je ne sais pas grand-chose parce qu'il parlait pas. Et en fait, moi, j'ai fait tout un travail d'archives. J'ai découvert énormément de choses sur mon arrière-grand-père. Je suis même allée il y a encore 1 mois et demi aux archives de Bruxelles pour découvrir une partie de son dossier de guerre. Finalement, ça a fait intégralement partie de ma vie et ça m'a fait avoir une mission supplémentaire en plus de faire découvrir l'opérette et ce style musical un peu à tout le monde par Offenbach, qui est quand même pour moi vraiment le plus grand compositeur d'opérette française en tout cas. Ça m'a aussi fait donner un sens à la transmission par la musique, qui est un moyen absolument fascinant pour toucher toutes les générations et quel que soit le sujet qu'on aborde. Et ça me donne encore plus de raisons de me dire que j'ai bien fait de faire ce métier. 2 secondes parce que c'est fort, hein. C'est très fort ce que tu viens de dire. Hein. Même moi, ça me... Waouh. Et donc justement par rapport au Fairfield de Bar, mais pas que, bien sûr aussi tout ce que tu fais chez Offenbach, qu'est-ce que tu espères justement partager et transmettre à travers justement toutes ces productions, des productions qu'elles soient plus légères ou justement plus lourdes au niveau du message? Ouais. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Je sais pas, le bonheur, j'ai envie que les gens soient heureux tout simplement, que ce soit les gens qui écoutent ou les gens qui interprètent. Je pense que c'est un moyen incroyable en fait la musique de communiquer. Quand j'étais enfant, la flûte traversière, j'avais beau dire que j'adorais ça, c'est pas la flûte que j'aimais. Parce que pour moi, la flûte traversière, c'était juste un outil pour que je puisse exprimer des choses. Parce que là, je parle. Là, je sais que je parle beaucoup et que c'est un gros défaut que j'ai aujourd'hui, mais que je n'avais pas quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que j'avais très peu confiance en moi. J'ai toujours été une enfant pleine de vie. J'adorais, je m'émerveillais de tout, ce que je m'émerveille toujours de tout. Et je me sentais toujours un peu en décalage avec d'autres. Et pour moi, la flûte a été un moyen d'exprimer des choses que j'arrivais pas à dire avec des mots. Et j'ai l'impression de faire la même chose avec mes bras quand je dirige. C'est ça, parce qu'en fin de compte, pour rebondir là-dessus, dans ta direction et dans le fait de faire de la musique, tu fais partie aujourd'hui de ces femmes qui font de la direction, d'orchestre, qui sont musiciennes. Et moi, la question en fait que je voulais aussi aborder avec toi, c'est comment est-ce que tu as vécu le fait d'entrer dans un univers qui était encore très marqué par la tradition masculine? En tant que chef, alors je le ressens pas vraiment parce que finalement, je me limite actuellement à des scènes locales avec un répertoire très particulier. Donc c'est pas comme si j'étais confrontée, comme je peux le voir moi en tant que flûtiste, de pouvoir avoir des chefs d'orchestre, femmes ou hommes, où évidemment ça y va bon train des critiques, mais que ce soit pour chez les hommes ou chez les femmes, je veux dire, tu peux avoir un chef d'orchestre homme nul, avoir une chef d'orchestre femme nulle, comme tu peux avoir des gens extraordinaires avec lesquels tu passes un moment incroyable et qui t'apportent énormément, qu'ils soient femmes ou hommes. Moi j'estime que voilà, à partir du moment où il y a de la qualité, de la bienveillance et du talent et une réelle compréhension de l'ouvrage qui est apporté et que à nous musiciens ça nous apporte beaucoup, soit un homme ou une femme, ça m'est tout à fait égal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que je ne développe pas encore, j'y arriverai peut-être un jour, je suis pas sûre, parce que je vieillis et ça devient quand même compliqué, de pouvoir décoller de ces productions que j'auto-produis au final. Hein. J'ai la chance quand même que l'Opéra du Rhin me fasse confiance, puisque j'ai eu la chance à 3 reprises lors de leurs heures lyriques du samedi matin. Qui ont été un succès, hein, je crois. Ouais, à chaque fois, les gens étaient ravis. Et d'ailleurs, le directeur de l'Opéra du Rhin était ravi, et était là à chaque fois d'ailleurs, que j'ai fait les productions. Là, il ne s'agit pas de Brin de Folie, bien sûr, il s'agit d'une production que je propose avec des musiciens de l'orchestre, qui en général sont les mêmes qui interviennent dans ma compagnie. Par contre, les chanteurs sont que des membres du chœur de l'Opéra du Rhin. On a monté 2 fois Pomme d'Api à 3 ans de décalage, je crois, 2 distributions différentes. Et puis j'ai donné Bastien et Bastienne de Mozart, que j'ai réduit aussi pour quintette à cordes et que j'ai mis en scène et qu'on a donné en français. C'est très chouette. Et il se trouve que là, fin mars, on donne L'île de Tulipatan. J'ai la chance quand même que Monsieur Pérou me fasse confiance dans les propositions que je peux faire pour
ça. Donc effectivement, ça, c'est déjà quelques orteils dans le milieu professionnel, mais qui finalement n'est pas le mien quand même aujourd'hui en tant que chef. Je reste encore aujourd'hui à ma petite échelle locale de chef d'orchestre, de chœur, tout ça mélangé. Donc je ne vis pas du tout de difficultés par rapport à cette position de femme. D'ailleurs, je dirais même qu'elle me sert un peu, soyons honnêtes. Et justement, pour revenir sur les heures lyriques, donc tu travailles avec des professionnels de l'opéra, donc en fin de compte, mine de rien, c'est quand même du leadership tout ça. Tu diriges un peu tout ça avec l'opéra, et qu'est-ce que ça représente pour toi justement cette idée de leadership, de tu dois diriger quand même maintenant que des professionnels, du coup tu n'as plus le même regard qu'avec des amateurs, parfois il faut être aussi peut-être, je pense, plus ferme, ou être plus direct pour se faire comprendre. Hein. Oui, alors par le fait que je développe quand même ces opérettes en un acte, où j'ai de plus en plus quand même de professionnels ou de semi-professionnels sur ces productions, parce que les amateurs, c'est véritablement les membres du chœur qui ne sont présents sur ma production que quand il y a nécessité d'un chœur. C'est vrai que le travail avec les professionnels, j'ai quand même un peu le pli maintenant, même avec Brin de Folie, sur les opérettes en un acte que j'ai pu déjà monter, avec des solistes quasi exclusivement professionnels, même s'ils ne l'étaient pas tous. Mais c'est vrai que là, dans le cadre des heures lyriques, c'est vrai qu'il y a un peu moins de filtres. Alors aussi parce que je les connais, je veux dire, c'est les gens avec lesquels je monte ces projets, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui je sais être très motivés par le fait de faire, d'assumer les propositions que je peux faire. Après, c'est pas toujours facile parce que il y a l'orgueil de chacun qui à la fois est très positif pour inciter à la perfection, mais qui parfois peut être compliqué en termes de communication. Surtout quand on est dans des productions comme ça en petits groupes, surtout avec des gens du chœur qui ont l'habitude d'être en groupe et d'être dirigés en groupe, quand ils sont seuls, ont parfois, et je parle pas de tous, j'ai eu un cas de figure seulement isolé véritablement dans ce cas-là, a du mal du coup à ne pas se sentir en totale liberté de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que finalement là, comme ils sont solistes et plus membres du chœur, il y a une espèce de responsabilité hiérarchiquement supérieure à ce qu'ils font d'habitude, qui parfois m'oblige à chercher des chemins très tortueux pour arriver à dire quelque chose que je pourrais dire en ligne droite, mais que je peux pas parce que c'est pas la peine d'aller vexer qui que ce soit ou d'aller... Il faut savoir s'adresser aux gens aussi, et c'est à la fois la complexité, mais en même temps le côté très intéressant des rapports humains, c'est de savoir assez vite aussi à qui tu t'adresses, quelle est la personnalité de la personne qui est en face de toi, et d'assez vite savoir si tu peux ou non aller un peu plus loin ou pas. Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de temps avec l'un, un peu moins avec l'autre? Mais globalement, ça se passe toujours hyper bien parce que les gens qui font ça avec moi sont des gens qui sont super partants du projet. Voilà, qui font pas ça à reculons, on leur impose pas, c'est eux qui l'ont choisi. Donc c'est en général très très sympa, dans une super ambiance. Et puis, j'avoue que voilà, par contre, c'est un travail qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui te suivent dans le projet. On remet pas du tout en cause leur qualité vocale, non, puisque ce sont des professionnels, c'est avéré, voilà. Ils sont là pour ça. Bien sûr. Par contre, chacun a aussi sa manière de penser. Il faut aussi savoir jongler. On a tous une manière de voir les choses différentes. Et tout à fait. C'est ce qui fait aussi qu'un projet, justement, est aussi intéressant parce que du coup, chacun rajoute sa patte. Exactement. Alors, à la fois, c'est indispensable parce que c'est aussi grâce à ça que l'artiste lyrique est honnête dans son interprétation. En revanche, c'est pas toujours faisable en fonction de certaines contraintes qui peuvent être même simplement dues à un rôle spécifique. Aux contraintes, il faut pas être complètement fermé, mais il y a des choses qui sont pas toujours possibles. Il y a des fois où c'est pas toujours évident non plus de mixer texte et chant. C'est aussi une gymnastique assez difficile et dont ils n'ont pas toujours l'habitude. Il faut chanter, mais parler juste aussi. Et ça, c'est un double travail qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de faire. Mais par contre, ils sont toujours hyper ouverts à entendre. Alors ici, tu crois que je pourrais... Voilà, s'ils me disent, est-ce que tu crois qu'à cet endroit-là, j'avais pensé que peut-être elle pourrait être un peu comme ci ou un peu comme ça. Écoute, oui, on essaye. Non, là, c'est peut-être un peu too much. Là, je suis pas certaine. Je pense que c'est en dehors du cadre réellement du rôle tel qu'il doit être. Voilà, dans Bastien-Bastienne, c'est censé être une petite jeune fille. Tu peux pas faire ta femme fatale quand tu fais Bastienne. Bon, il y a des choses comme ça qui sont à travailler, mais en même temps, c'est super intéressant et je pense que ça apporte à tout le monde. Moi, ça m'apprend aussi à m'attarder vraiment sur la personnalité de chaque artiste et de chercher à les amener au meilleur d'eux-mêmes, tout en étant à la fois dans le respect du texte, mais dans le respect aussi de certaines idées qu'ils pourraient avoir très bonnes ou auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Je veux dire, je me permets pas, j'ai pas l'exclusivité sur comment on interprète Offenbach, mais il y a certains codes comme on roule pas les airs, ça c'est un truc, je sais que je le dis tout le temps, et c'est vrai que les professionnels ils ont toujours du mal à pas rouler les airs chez Offenbach parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais nous on roule pas les airs chez Offenbach. Bon, ça va être ma petite lutte. En général, c'est presque la seule chose sur laquelle
Mes tatillon. ancêtres belges seraient contents quand je leur demande un R. Enfin, bien que plus normand, dont je suis originaire que de Belgique, mais il faut un R prononcé. Ouais, un R wallon. Voilà, que ce soit précis, qu'on comprenne, ce qui est essentiel de se faire comprendre quand on chante en français. Mais c'est ça, et puis en fait, ce qui est génial, c'est que toi, justement, tu vis vraiment ta vie d'artiste. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, tous les projets que tu as menés et tous les projets futurs que tu vas mener en tant que musicienne et en tant que personne qui en fait sa vocation, tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es accomplie dans ce que tu fais? Non, accomplie, non, je pense que j'ai encore à apprendre. À chaque fois que je monte une opérette, je me construis encore. Ne serait-ce que dans la façon d'aborder les ouvrages, dans le fait aussi que plus l'expérience avance, plus je fais des productions, plus j'apprends aussi à canaliser. Ma gestuelle, quand j'ai commencé la toute première fois, j'oserais même pas, je me reverrais aujourd'hui, je me dirais c'est qui cette hystérique, là, en train de s'agiter comme une tarée. Tu voyais tous mes muscles du dos un par un, on aurait pu faire un cours d'anatomie, tu aurais vu tout ce que j'avais. Bon bref, mais parce que je savais pas en fait, donc je leur donnais toute mon énergie d'une façon, façon hyper spontanée. T'étais une poupée désarticulée. Parce que j'avais pas assez d'expérience, pas assez de recul, pas assez de confiance aussi en moi pour réellement canaliser les choses. Et plus j'évolue dans les productions, plus j'apprends à canaliser mes gestes, juste faire, je pense, ce qu'il faut pour arriver à garder toute la qualité artistique d'interprétation qui me semble la plus juste. Et puis aussi, moi, ça m'apprend humainement à faire aussi avec la personnalité de chacun, malgré qu'on soit tous différents, qu'on arrive à être tous ensemble sur un même projet et que ça aboutisse à un résultat commun où on est tous contents. Donc non, je ne suis pas aboutie encore. Est-ce qu'on l'est au final? Je sais pas, je pense qu'on apprend tous les jours, même dans la vie. Voilà, je vais pas faire ma vieille, mais je pense que la vie nous apprend tous les jours. Chaque rencontre te fait apprendre plein de choses. T'apprends toi en apprenant des autres. Tu te connais de mieux en mieux au contact des autres. Et justement, dans ta vie d'artiste, est-ce que tu as eu un moment sur scène, en fosse, où tu as vraiment appris quelque chose, où ça a été une révélation? J'ai sûrement plein de souvenirs assez magiques parce que j'ai fait beaucoup de choses très intéressantes et des belles rencontres tout le long de ma vie passée. Mais c'est vrai que je vais revenir sur ça, mais c'est une réalité. La découverte et la mise en œuvre et l'aboutissement du Verfügbar aux Enfers d'Diamantio a été vraiment pour moi un moment clé de ma vie qui m'a à la fois personnellement ouvert sur la découverte de mon arrière-grand-père, de sa vie, qui m'a ouvert sur la découverte aussi d'autres êtres humains que je connais pas, mais qui ont vécu des horreurs de cette époque-là. Ça m'a fait découvrir des personnes qui ont vécu cette période et qui sont encore en vie aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer deux anciens déportés avec lesquels j'ai échangé beaucoup, dont les deux étaient enfants d'ailleurs au moment de leur déportation, donc c'était quand même quelque chose d'assez émouvant, d'autant que quand on est maman, difficile de se dire qu'il y a des enfants de l'âge de ma fille qui pouvaient être enfermés là-dedans et vivre de telles horreurs. Évidemment que la naissance de ma fille a été pour moi le début, en fait ça a été le début véritablement d'un nouveau rôle dans ma vie et qui se marie complètement avec tout ce que je fais. Je suis heureuse tout bêtement en fait, j'aime ce que je fais et je suis pas prête d'arrêter. J'espère bien que tu vas pas arrêter. Et justement, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait se lancer justement dans ce rêve de métier de travailler dans un orchestre ou tout simplement créer une structure ou une troupe pour faire de la musique tout simplement? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? De rien lâcher, parce que c'est dur, parce qu'on a plein d'obstacles, parce qu'on a plein de barrières qui s'ouvrent pas ou qu'on ne nous ouvre pas. Donc soit faut les défoncer, soit faut passer par un autre chemin. Parce que sinon, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui dans la culture d'arriver à réellement aboutir les projets. Parce que d'avoir des idées, on en a tous. De les aboutir, c'est pas facile parce que ça dépend pas que de nous. Et ça, c'est un obstacle qui est là. Donc après, c'est un choix. Soit tu te butes le nez sur l'obstacle et t'avances pas, soit tu le contournes. Mais de toute façon, moi, je suis persuadée que quand tu crois en quelque chose, quel que soit le temps ou le moyen que tu as pour y arriver, tu y arriveras. Moi, je lâche rien, j'ai peur de rien du tout. J'ai beaucoup de culot. La vie m'a fait vivre différentes expériences qui me font me permettre d'affirmer ça aujourd'hui parce que tu m'aurais connue il y a encore une quinzaine d'années, je n'étais pas du tout la même personne, soyons honnêtes. Mais j'ai toujours eu cette niaque de vivre et j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime partager avec les gens. Je partagerai pas pour autant tout et n'importe quoi, mais la musique et l'art est vraiment fédère les gens et quand en plus on est entouré de gens qui sont motivés, qui ont envie de faire, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est aussi pour ça que je trouve aussi enrichissante avec des amateurs motivés, c'est que du coup on aboutit un truc ensemble et c'est assez magique. Mais le seul conseil, que ce soit pour les concours d'orchestre, que ce soit pour créer quoi que ce soit, monter un projet, même si c'est un projet isolé, créer une compagnie, créer des projets, faut y aller à fond, quoi. Faut avoir peur de rien,
faut y aller. Tête baissée, mais les yeux qui regardent devant. Comme ça, t'évites de te faire trop de nions. Et pour conclure cette interview, j'ai une dernière question à te poser, et Oui. peut-être la plus importante. Mhm. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Que ce soit de l'opéra, de l'opérette ou de la musique actuelle, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment qui te fait vibrer? Haha. Qui me fait vibrer. Oh là là. Ah, alors ça, c'est pas évident. Parce qu'en fait, en ce moment, j'écoute rien, je vais te dire. En ce moment, j'écoute mes arrangements. Ah oui, Les arrangements que je suis en train de faire, donc ça me fait pas beaucoup vibrer entre nous, parce que je ne cherche que les erreurs qui ont pu se glisser dans ce que j'ai écrit. Mais voilà, c'est très dur comme question. C'est très dur, parce qu'il y a beaucoup de choses que... Prends ton temps. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Ouais, je saurais pas te dire, honnêtement. Dans la voiture, j'écoute Nostalgie, tu vois. Et Mais ça me fait pas forcément vibrer, ça dépend ce qui passe. Voilà. Je crois que ça fait partie d'un tout chez moi, c'est que je me focalise jamais sur... Oh, là, je me focalise sur Offenbach, donc je vais un peu mentir. Mais je me focalise jamais sur un truc, c'est-à-dire que j'aime les émotions d'un moment. Je vais aller, je sais pas moi, à la gare chercher quelqu'un, et là j'entends, je sais pas, le concerto pour violon de Mendelssohn, j'entends un extrait d'opéra, et je vais rester à côté de la porte parce que je me dis, oh, j'adore, je tripe, j'adore ça, quoi, et voilà. Mais je vais pas me dire pour autant, bah tiens, j'entre à la maison, je vais me l'écouter en entier, ça me fait plaisir. Et pourtant, quand j'étais ado, ma première Chalifi avec un lecteur CD, oui, je suis vieille, c'était la Traviata parce que j'adorais et je l'écoutais en boucle tout le temps parce que j'adore la Traviata. Et j'ai fait pareil quelques années après avec Carmen parce que j'adore Carmen, voilà. Mais voilà, là je sors d'Othello à l'opéra, j'adore Othello, ça a été un trip total. J'ai pas d'œuvre vraiment que... J'aime beaucoup de choses en ouais, fait. t'es sur l'instant. Oui, Tu, beaucoup. tu écoutes sur l'instant. et J'écoute c'est sur là- l'instant et si ça me plaît pas, je change. Si ça me plaît, j'écoute. C'est aussi bête que ça. C'est vraiment très instinctif. Ça peut être une chanson française. Une chanson de Brel va monter les larmes. Mais j'adore Bourvil. Voilà, c'est très varié. Tu es plus sur de la variété, on va dire. La variété française des années lointaines. Aurélie, merci beaucoup pour cette interview qui était extrêmement enrichissante et riche en émotions. Merci à toi, Mine de Julien. rien, tu as quand même partagé beaucoup de choses avec nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, pour cette écoute. On n'en a pas fini avec l'opérette, parce qu'il nous restera un dernier épisode qui, lui, je pense, vous allez bien l'aimer aussi. Je vous laisse. Avec Aurélie, maintenant, on va aller se boire un petit thé parce qu'il fait un petit peu froid. Exactement. Merci à vous pour cette écoute. Et Aurélie, merci encore à toi pour avoir accepté de faire cette interview. Non, merci à toi, Julien. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir.